Il y a le Yanouka si vous voulez ramener. Je l'ai fait déjà. Yalla, Boker Tov, Veshem Hashem, Naseh, Benatzliach, Yeshuot, Venechamot, en ce lundi 28 du mois d'août et le déjà 11 du mois de Elul, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Dans notre liste des shiurim qui ont été achetés, nous sommes aujourd'hui avec, just a minute, je regarde s'il n'y a pas d'abord dans les dates, ça c'est pour demain, ok, patience, pour Betty et Benjamin, Be'ezrat Hashem, pour une belle Géoula, la Yeshua Berachamim, pour le Mashiach et la reconstruction du troisième Beth Amikdash, pour la réussite et l'ardou de Kol Am Israël. Fait Meod, Toda Rabba Betty et Benjamin d'avoir acheté ce shiur. En fin de compte, ce shiur il est pour Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Yiratzon, Shekajouchou, Verech et Betty et Benjamin de bénéficier en premier de tout cela. Et avec leur permission, on rappellera, Be'ezrat Hashem, une grande refoua shlema, Achlama Meira, Obriut Etana, pour tous les malades d'Israël. Oblichlala, Moratimi, Sarat Albat Frat, Miriam Ben Stach, Yaroucham Esther Bat, Rivka Ben Simon, Jean-Luc Shlomo Ben, Zeira Ben Ben Routsoufan, Sarah Bat Sassia et leurs enfants, Joël Miriam Bat Sarah, Nancy Rachel Bat Sylvette Gezala, Hayat Bora Bat Esther, Vechen Mazal Tov Evelyn, Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat, c'est Sarah Yosofi Bat Sheva Bat Chava, Avra Ben Phoebe. Bezrat Hashem, Achlama, Meira, Evelyn, Rebecca, Rivka Batsara Zarchi, Shoshana Batrana, et bien sûr, tous ceux que nous n'avons pas cités, vous pouvez vous-même les prononcer. C'est pas la peine de me les écrire en disant que ce shiur soit aussi pour le refoua shlema. Ou l'elef elef alfa avdalim, leinu nishmat kol mete Israël bichlalam, Gisèle Mazal Bat Sipora, Lian Sasebat Chnin, Afresh Ben Fortuné, Patricia Arlet Bat Zeira Soner René Bat Suzanne, Shoshana Krief, Avram Ben Fortuné, Vechol mete Israël. Roi Hashem, Tenachena Megan Eden Lyon, Vechol Ashorvim, Imam Bichlal, Arachamim Veselichot, Bechen Yehiratson, Venomar, Amen. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? Qu'il soit Torah et en même temps tellement d'actualité. Alors, je voulais choisir, j'ai un message à donner à toutes les belles-mères et à toutes les belles-filles. Oui, j'ai un message à leur donner. On a déjà fait des cours belle-mère, belle-fille, mais là, j'ai un autre message à donner. On commence par qui? Belle-mère ou belle-fille? J'aime bien, t'as tous les mecs qui font la belle-mère. Oula. Donc on commence par la belle-mère. Ce sera un message, bien entendu, en ce mois de Elul, qui, je l'espère, sera très partagé et écouté. En tout cas, moi j'ai écrit quelques petits détails sur le rôle des belles-mères à comprendre, à méditer et surtout à mettre en application. Il faut savoir que le rôle des belles-mères est un rôle très important et demande beaucoup plus d'efforts dans cette génération que toutes les années précédentes. Pourquoi? Parce que pour comprendre ce que je viens de dire maintenant, il faut d'abord écouter aussi le rôle des belles-filles. Parce que c'est bien facile de dire, ok, les belles-mères sont des sorcières, ok, mais de l'autre côté, les belles-filles, c'est pas non plus tout le temps des cadeaux. Hein, il y a beaucoup de, surtout les femmes dans cette génération, elles ont un petit, il y a quelque chose qui malheureusement, sans faire de quitroug, mais les filles d'aujourd'hui ont perdu beaucoup leur féminité d'avant. Avant, les femmes, c'était des femmes, elles parlaient gentiment, elles pouvaient s'énerver. Aujourd'hui, la tension est grande parce qu'elles prennent aussi des rôles masculins. Elles travaillent autant que les hommes, elles font beaucoup de choses, ce qui fait qu'elles ont un côté aujourd'hui où quand l'homme il dit un mot, je rencontre beaucoup d'hommes qui ont peur de leur femme de nos jours. Enfin, moi, personnellement, je rencontre beaucoup d'hommes, ah non, ma femme, on dirait Colombo. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, vous ne la connaissez pas. Donc une fois, il y a une femme qui est arrivée. Même moi, j'ai eu peur. Mamache. Au frein, le rôle de belle-mère est un rôle très important, mais il peut être aussi très problématique. Aujourd'hui, plus que toutes les générations, donc juste un tout petit exemple dans Masechet Sota, comme vous le savez tous, la Gemara nous dit là-bas que la relation entre les belles-mères et les belles-filles à la fin des temps, Be'ikvata de Meshicha, on parle du talon, quand on entendra les pas du Mashiach, c'est-à-dire on ne le voit pas encore, il n'est pas encore dévoilé, mais on sait que c'est maintenant, eh bien, il y aura une guerre entre les belles-mères et les belles-filles. Et il faut savoir que cette guerre-là, non seulement elle a été écrite il y a plus de 1800 ans à la fin, donc est-ce que c'est une bonne nouvelle que ça ne va pas entre les belles-mères et les belles-filles? Ben oui, quelque part, oui, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a des raisons très ésotériques à ça qu'on verra dans les belles-filles. Pourquoi est-ce que les belles-filles aujourd'hui, dans l'ensemble, ont de gros problèmes avec les belles-mères? Et si bien sûr quelqu'un a une très bonne relation comme ma femme avec ma mère, c'est un cas d'exception aujourd'hui, il faut le savoir. Moi j'ai beaucoup plus de cas en 27 ans, 30 ans sur le sujet,
de guerre entre les gendres et les belles-mères, et surtout les belles-filles et les belles-mères, que ça va. Parce que mon téléphone sonne très souvent en me disant depuis que mon fils il est marié, je ne le vois plus, sa femme ne veut plus entendre parler de moi, j'entends ça à peu près 5-6 fois par jour, tous les jours. Que ce soit clair, je parle de mes expériences, mais c'est quand même une grande généralité. Quand je parle avec ma mère qui est au Kikar et je parle avec des amis à droite et à gauche, les sons de cloche sont très semblables. Donc on peut dire que il y a beaucoup plus, je ne veux pas dire que c'est unique quand ça va, mais il y a beaucoup plus de cas dramatiques entre les belles filles et les belles mères aujourd'hui que ça va. Il faut le savoir. Moi, j'ai pas d'intérêt à le dire. Je vais baisser avec ma belle-mère, j'ai pas de problème avec personne grâce à Dieu. Mais juste que vous sachiez que, en tout cas, l'Agmara dit Ve kala kama bechamota. Alors, ce qui est très curieux, c'est que c'est marqué que c'est la belle-fille qui se lèvera contre la belle-mère. Mais est-ce que la belle-mère n'a pas des responsabilités? C'est le sujet que je vous propose d'étudier ensemble sur le domaine de ses obligations vis-à-vis de la Torah et de la moralité humaine. C'est-à-dire, d'ailleurs, demain soir, le cours aura lieu sur les relations. Puisque on parle de Teshuvah, il serait temps de parler d'une Teshuvah qui nous parle tous les jours aussi. C'est bien de mettre les tefilines, c'est bien de mettre le kisouille, c'est bien tout ça, mais si ça ne s'accompagne pas d'une relation prescrite, on va nulle part. Parce que s'il n'y a pas de Beth Amikdash aujourd'hui, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de Torah. Il n'y a pas de Beth Amikdash parce qu'on se déteste. On ne s'aime pas. On se critique tout le temps. On est tout le temps en train de se fuir les uns les autres. Et c'est l'explosion dans les familles dans beaucoup de cas. Pas tout le monde. Il faut mettre tout le monde dans le même sac. Oufren, voilà, je vous ai noté comme ça quelques petites idées à retenir. Bezrat Hashem. Car les temps aujourd'hui ont changé et les jeunes recrues, si on peut appeler ça comme ça, ont plus peur du tout de manquer de respect et voire de couper les ponts. Il n'y a plus de problème. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème pour cette nouvelle jeunesse de se remettre en question sur le fait de ne plus avoir de relation avec sa propre belle famille. Le premier hic qu'on verra dans un sens comme dans l'autre, c'est que quand on se marie avec quelqu'un, qu'on le veuille ou pas, on entend souvent ce genre de phrase je ne me suis pas marié avec ta famille, je me suis marié avec toi. C'est bien de façon idéologique, mais c'est impossible sur le domaine pratique. Parce que je te rappellerai juste que si toi t'es le père, ben lui c'est le grand-père. Si toi t'es la mère, elle c'est la grand-mère. Même si tu n'en veux pas comme belle-mère, elle reste quand même la grand-mère. Ce qui fait qu'il y a une relation de deuxième niveau qui existe, mais il faut savoir que quand, dans la Torah, maintenant je ne parle pas de ce que vous pensez, je parle de la Torah, qu'est-ce que nous demande la Torah quand on épouse une femme? Qu'est-ce que nous demande la Torah? Vérifie qui est sa famille, parce que tu l'épouses. On vérifie le frère, et on vérifie les Yechoussin. On vérifie la famille. C'est pas I love you, tekiro, tiamo, ta famille, je n'ai rien à faire. Je les mets de côté, toi je t'épouse, tu me suis. En davar kazé. La Torah nous dit qu'effectivement, Yazov ish et tavi vetimo vidbak beishto viyu le basar echad. Dans l'intimité, on s'éloigne. Mais toute la Torah, c'est inematov umanaim shevet achim gam yachad. Misé shevet. Au niveau du Pshat, on parle des 12 tribus qui sont assis ensemble sur un même territoire, avec chacun son président, son drapeau, sa médinoute. Chaque tribu existait selon son principe fondamental. Mais de quoi on parle de nos jours? Inematov Umanaim, c'est une chanson qu'on chante particulièrement le jour des mariages. Quand deux familles s'unissent, dans le monde d'en haut, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, il y a tellement de pression, de tension et surtout de manque de respect, de chutzpah, que c'est presque la loi du plus riche ou du plus fort, du plus menaçant. Ce qui fait que les relations entre nous sont de plus en plus difficiles et chacun, d'une certaine façon, ferme la porte de son cœur et surtout de sa maison. On en est là aujourd'hui et c'est le sujet que demain je développerai avec des preuves à l'appui en rappelant Yecheskel pour la fin des temps qui le marque noir sur blanc. Donc même s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, ils font partie de l'exception. Moi je parle de la règle. La règle, elle est comme cela. C'est marqué noir sur blanc dans les Cheskel. Ce sera l'étude de demain soir, Bli Neder, Shiur pour femmes ici, Bezrat Hashem. Et la reine, il faut accepter, dans cette situation-là, que malheureusement, à la fin des temps, la vulgarité sera beaucoup plus présente et le langage, je me rappelle un petit exemple comme ça, un peu stupide, mais quand j'étais enfant, de dire le mot MERDE, c'était considéré comme étant grave. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu l'entends dans toutes les phrases. Tu me fais un toute la journée. Ça fait partie d'un langage culturel, alors que ça fait partie d'une vulgarité. Malheureusement, bon, c'est un sujet qu'on a déjà développé en long, en large et en travers. La vulgarité aujourd'hui, la moquerie, les spectacles que les gens se permettent d'écouter et de voir,
ou les émissions, Hashem Yishmor Virachem, où on voit sur les plateaux des gens se faire humilier en public et tout le monde rigole d'une humiliation. Vous savez que le Beth Amikdash a été détruit à cause du fait qu'on ait vu une personne humiliée que personne n'a rien dit. Il y a un manque d'empathie, de considération et surtout de hardout. Comment tu peux, pour faire le buzz, te permettre de parler du mal des uns et des autres? Comment? Tu n'es pas d'accord, tu peux le dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de virer quelqu'un d'un plateau, il n'y a pas de problème de lui cracher dessus, il n'y a pas de problème de se frapper. On m'a raconté qu'il y a de plus en plus d'émissions aujourd'hui où pour faire le buzz, ils chauffent les femmes sur le plateau pour qu'elles en viennent aux mains, pour que tout le monde en parle le lendemain. T'as vu, il y a une bagarre. Ah oui, viens, on va voir la bagarre, si elle a perdu un œil ou pas. Il faut vraiment être descendu extrêmement bas psychologiquement pour en arriver à une telle situation. Je suis en train de vous parler, je pensais à Aujourd'hui Madame à l'époque. Quand j'étais jeune, il y avait une émission tous les jours, je crois que ça s'appelait Aujourd'hui Madame. Il y avait une telle délicatesse, il y avait du savoir-vivre, À l'époque, il y avait vraiment du savoir-vivre. Malheureusement, celui qui a vécu les deux époques aujourd'hui, il est complètement abasourdi, il ne comprend plus rien. Il est complètement perdu. Oufren, les années précédentes, car les temps aujourd'hui ont complètement changé, et les jeunes recrues, les nouveaux mariés, eh bien, n'ont absolument plus peur de rien. Il n'y a pas besoin que les maris les défendent, elles se défendent très bien toutes seules. Mamash. Avec tout de suite, alors il faut faire attention à cela. Ça existe, et je le répète encore une fois, je sais que je l'ai dit dans beaucoup de shiurim, encore hier soir tard, des discussions sans fin, des téléphones sans fin. D'ailleurs, je voudrais rappeler à cet insu que je ne peux pas faire de rendez-vous téléphonique. Je suis trop débordé, j'arrive pas. Le temps, c'est 24 heures et il n'y a pas 30 heures. Donc c'est compliqué pour moi parce que tout le monde me demande des rendez-vous téléphoniques et c'est très très compliqué. Aval, sachez qu'il y a de plus en plus de gens toxiques. Le problème, c'est que cette situation de personnes infréquentables dues à leur toxicité, toxicité, j'aime bien qu'il y ait une embrouille, eh bien, est devenue un espèce de joker. Ça veut dire que dès que la belle-mère dit un truc, c'est ou une sorcière, ou elle est toxique, ou elle est pervers narcissique, ou elle est sociopathe, ou elle est schizophrène, ou elle est... Oh, on se calme. L'onachon. Il y a des fois des mal de vivre, il y a des moments où on n'est pas bien, il y a des moments où on estime qu'on a subi une injustice. Mais très souvent, c'est dû aussi à certaines données que les gens ne savent pas. Ça veut dire qu'ils sont archivés dans l'inconscient, qui vont créer un malaise dans la relation vis-à-vis de la belle-fille, parce qu'en réalité, il y a cette situation non soignée, non cicatrisée. Et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de ne pas hésiter à se faire suivre pour essayer d'abord de régler les problèmes avec soi-même. C'est très important vis-à-vis de la relation que nous avons tous les uns et les autres, de faire une introspection, comme le demande la chassidoute, comme le demande la Torah. On dit, ouais, ça va pas avec elle, ça va pas avec elle, ça va pas avec elle. Peut-être que tu es le problème. Peut-être que tu devrais aussi te réviser et voir si toi, tu n'as pas peut-être des cicatrices. Et je peux vous affirmer une chose, je ne suis pas diplômé en psychologie, mais je me débrouille quand même assez bien en tant qu'autodidacte, en tout cas selon beaucoup de psychiatres et de psychologues avec qui je travaille, qui me confirment que Bémet, je dis pas de bêtises. Eh bien, vraiment, je vous invite tous à faire une introspection, même avant de vous marier, pour savoir si vous ne rentrez pas sous la roupa avec des cicatrices non soignées. Car il est évident que quand on se marie, ce n'est pas au rôle des autres de vous soigner. Les gens ne sont pas des pharmacies et de qui plus est, n'ont peut-être pas la taille pour vous aider. Parce que les problèmes sont des fois très très enfuis. Le deuxième cas qu'on a, c'est les problèmes de jalousie. C'est-à-dire que les belles-mères doivent comprendre que, comme le dit la Gemara dans Masechet Kiddushin, vous comprenez bien que je vous parle que de Torah depuis tout à l'heure, quand on marie son enfant, il passe Bereshut Acheret. Non, mais forache. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de beaux-parents, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de parents, ça veut dire que quand quelqu'un se marie, par exemple une femme a le bonheur de passer sous la choupa parce qu'elle a trouvé chaussure à son pied, eh bien, avant d'obéir à ses parents, maintenant, elle est assujettie à la volonté de son mari. Ce qui fait que c'est pas qu'il n'y a plus de respect des parents, mais ça veut dire qu'avant d'écouter ce que vont dire papa et maman, on écoute d'abord ce que dit le mari. C'est pour ça qu'il y a un très beau minhag d'ailleurs. Malheureusement, il est très mal pratiqué, mais une des plus belles choupas qu'on puisse faire, alors il y a le monde Haridi où la femme qui se marie est sur le kissé kala, donc elle est sur la belle chaise comme ça. Le khatan vient la couvrir avec les témoins et en général
quand c'est religieux orthodoxe, t'as tous les Bachur Yeshivot qui chantent derrière, c'est très beau. La deuxième option, eh bien, c'est quand le Khatan l'attend en noir et blanc, voilà, alors qu'elle arrive dans sa belle robe blanche, accompagnée de ses parents sur le tapis qui l'amène sous la choupa, et tandis qu'elle avance comme ça dans la beauté de sa belle robe, comme ça, comme une colombe, lui il attend comme un pigeon. De l'autre côté, il vient vers elle, il la couvre et il retourne seul sous la choupa, et les parents l'amènent jusqu'à la choupa. C'est la deuxième option. Il y a une troisième option qui est beaucoup plus romantique, beaucoup plus sympathique, mais le problème, c'est qu'elle est dangereuse vis-à-vis du shomer negia, c'est-à-dire vis-à-vis de la halakha. Et comme aujourd'hui tout le monde se prend pour des rabbins, surtout les photographes, que Dieu les bénisse, alors quand tu lui lèves le voile, tu te mets comme ça. Bon, pour les photos, ça je veux bien, et tu l'embrasses sur le front. Mais t'es un malade ou quoi? Elle est nida, la fille. Elle vient d'aller au mikvé. La shrina descend et tu lui dis embrasse-la sur le front. Mais complètement débile. Donc moi j'ai donné autre chose. Au lieu d'embrasser sur le front comme un abruti qui fait remonter la shrina parce qu'il touche une femme, alors que toutes les fautes vont pardonner, il embrasse sur le front. Plus la photo elle est ringard. Il y a beaucoup plus intelligent à faire, c'est lui dire quelque chose à l'oreille à laquelle elle ne s'attend pas et qui va lui provoquer un sourire. C'est plus sympathique. Ça la fait rire et il n'y a pas d'avérote, il n'y a pas de péché. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le père et la mère, quand ils amènent, donc ça dépend qui l'amène sous la choupa, eh bien, quand le khatan il avance, eux ils avancent, et le père à ce moment-là, il dit au khatan, je te confie ma fille. Parce qu'il y a une transmission comme un relais, où le père, alors dans les temps modernes d'aujourd'hui, d'entendre ce genre de choses, oui, les femmes est féministe, on n'est pas de la marchandise, quand je te transmets, elle va te coucher, va te coucher. Avec votre féministe, ça a provoqué que des dégâts et des catastrophes, des divorces et des grandes bouches. Va te coucher. Je parle aux gens normaux. Ken, c'est comme ça que la Torah le dit. Ken, le père transmet sa fille. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. La Torah, elle est vraie. C'est vous qui délirez depuis 1968. Mamash. Velachen, il y a un très très beau message à ce moment-là. Ce que je conseille, si ils écoutent ce que je leur dis, c'est que le père, il avance, le khatan, il se croise à mi-chemin, il s'embrasse, et il couvre son épouse et ils reviennent ensemble dans le touch, sans se toucher, sous les applaudissements du tzibour. Moi, j'aime beaucoup cette façon-là parce que non seulement elle est belle, mais elle est risquée parce que malheureusement, ils viennent main dans la main et voilà quoi. C'est dommage. Mamash Raval, Meod. Aval, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Kala, elle passe Bereshut Acheret. C'est-à-dire que maintenant, la priorité, ce ne sont plus ses parents, même si le respect des parents est toujours d'actualité du vivant et de la mort. Comprenez bien ce que je dis, parce que les gens disent alors quoi, il n'y a plus de respect des parents? Soyez pas bêtes. Écoutez ce qui est dit complètement, n'écoutez pas de façon séparée ou épisodique. Ça se dit ça, épisodique? Ça se dit? Je parle bien le français pour un thune. Et la reine, Zéperou Shadavar, pour lequel il faut savoir aussi lâcher. Le problème qu'il y a, c'est que il y a deux choses qui peuvent intervenir dans la pathologie d'une relation entre une belle-mère et une belle-fille. C'est la jalousie et la compétition. Ça veut dire que, et c'est un peu légitime, il faut aussi comprendre les belles-mères. Un petit exemple quand même à retenir à vie. C'est un jeu de mots à vie. Cet enfant, qui est une maintenant belle femme, elle n'est pas née à 20 ans, elle n'est pas née à 22 ans. Elle est née bébé, sur le ventre de sa maman, et sa maman lui a donné le sein, et lui a changé la couche, et c'est elle qui était là pour l'hôpital, et c'est elle qui était là quand elle était en train de pleurer, et c'est elle qui lui a payé ses études, et c'est les parents. Et une fois que tout est fini, les fameux parents, on les met dans des boîtes de conserve. On leur dit maintenant cassez-vous. C'est très dur pour une mère qui a élevé sa fille ou son fils, surtout on parle donc dans le cas échéant de son fils, à qui elle a tout donné. Et maintenant que les études sont finies, et maintenant qu'il a enfin ses diplômes, et maintenant qu'elle peut enfin se reposer, allez, mon fils, peut-être tu me sors, peut-être tu m'emmènes maintenant au restaurant. Ça fait 23 ans que j'investis sur toi, ça fait 23 ans que j'ai gâché ma carrière pour toi. Et d'un coup, il a eu de barbatruc, je connais une femme, on connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle débarque, parce qu'elle a des yeux de girafe comme ça, picote bout. Le fils, il tombe amoureux d'elle. Maman, je te présente ma future femme. Avant, c'était ce que tu penses qu'on a autorisation. Aujourd'hui, tu dis ça, tu te fais rayer des réseaux sociaux, là. De dire, parce que voilà, je vous représente pour ma fiancée, je voudrais votre bracha. C'est vieux, ça. C'est encore chez les religieux. Sinon aujourd'hui, tu entends carrément, tu veux pas, tu viens pas au mariage, hein, j'en ai rien à faire. Grande bouche. Ou freine,
faut comprendre aussi l'état de la maman. Elle a son fils, qui enfin, il est devenu indépendant, même s'il a un petit bobo, il va y aller tout seul avec sa voiture, parce qu'elle était là aussi pour son permis. Elle lui a donné sa vie. Et d'un coup, tu as une étrangère qui vient, qu'on ne connaît pas. Elle prend le fils, et elle va profiter de tous les efforts fourgués par la mère. C'est dur pour une mère. Ok, les cicatrices, tout ce qu'on veut. Mais au niveau maintenant de l'image générale, je vous donne juste un petit exemple à quoi ça ressemble, malgré le Mazel Tov. Imaginez quelqu'un, imaginez-vous, que vous avez acheté un champ, que vous avez pris un prêt à la banque pour acheter ce champ. Vous avez, le jour et la nuit, travaillé ce champ, labouré, semé, et enfin le jardin, il est le plus beau du monde. Et on te dit maintenant tu te casses. Il y a un étranger qui vient et qui te dit ben c'est à moi maintenant. Juste un instant. Réalisez ça. Il faut que les belles filles le réalisent. Parce que pourquoi est-ce que les mamans, elles ne sont pas méchantes à ce point-là? Je ne parle pas des femmes toxiques, PN, sociopathes, tout ce que tu veux, débiles. Je ne parle pas d'elles. Elles, c'est des cas marginaux à part. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Elles ne se remettront jamais en question. Elles vont utiliser les lois de Kibud Avahem. Tu te ferais mieux d'enlever ton kissouille. Tu vois pas qui tu es. Hachem Yishmor Virachem. C'est une catastrophe. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de gens normaux. D'accord? Sinon, on va rentrer. J'ai fait des cours sur les pathologies. Rentrez là-dedans et vous verrez un petit peu ce qui se passe. Moi, je parle de gens normaux. Il faut se mettre aussi un petit peu aussi. Je sais pas. Moi, je serais une belle fille personnellement et j'aurais une belle-mère qui est normale. Je dirais à mon mari, dis-moi. Donne au moins une demi-journée à ta mère. Tu ne peux pas lui donner le dos du jour au lendemain. C'est pas possible. Parce que à quoi ça ressemble, Abraham? Ben, ça ressemble à quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans, 22 ans, 25 ans un champ. Et quand tout est enfin fleuri, qu'il peut enfin profiter de ces fruits-là, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, écoute bien l'histoire parce qu'elle est quand même sympathique, Mazel Tov. On lui dit maintenant, il y a une femme qui vient, un Chennef, et elle dit, ben maintenant, tout ce champ-là, c'est à moi. Maintenant que tu as fait grandir l'enfant, je le prends. Il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi au moins prendre la PA, c'est-à-dire, au moins prendre ce qui tombe par terre, que j'ai un petit peu du fils, mais au moins faire un Shabbat une fois par mois, que je vous vois. Et qu'est-ce qu'on lui fait? On dit, non, t'inquiète pas, tu vas prendre les fruits, les trognons de pommes, c'est-à-dire les petits-enfants. Allô, vous pouvez garder les enfants parce qu'on part en vacances? Ah oui, les petits trognons. Oui, eux aussi, il faut les faire grandir. C'est-à-dire que, si vous observez bien au niveau, d'ailleurs, psychologique, quand on se marie en tant que couple, on est au centre de notre vie. Vous allez voir qu'on pense qu'à nous. Le lit qu'à nous, la voiture que pour nous. Même si tu prends une 2 places, t'es bien. Hein? T'es bien. Mais dès que tu as un enfant, tu sautes. Tu es plus au centre de ta vie, tu vas sur la périphérie. Et celui qui est au centre de ta vie, c'est l'enfant. Maintenant, ce que tu vas prendre comme maison, ça va être par rapport à lui. Tu vas mettre un maquet spécial. La voiture, il faut prendre une voiture en temps pour lui. C'est-à-dire qu'on saute. Alors imaginez les grands-parents, pas ils sautent, ils explosent. Bah si les parents sont plus au centre de leur vie, dès qu'ils ont un enfant, vous comprenez bien que la reine, les belles-mères, c'est pas que je peux prendre leur défense, mais il faut aussi comprendre que pour eux, c'est pas du tout évident. Ils ont fait grandir un enfant. Cet enfant part. Ok, qu'il part, on est heureux. On veut pas qu'il reste célibataire. C'est pas le but. Au contraire. L'un des plus grands respects des parents qui existe, selon Chazal, c'est quand il prend enfin ses responsabilités, son envol, et qu'il se marie. Là, on les libère un petit peu de cette éducation, de cette responsabilité. Vous avez quelqu'un de grand à la maison. D'ailleurs, ça s'appelle comment ça? Tanguy. Il y avait un film comme ça, Tanguy. Ouais. Sympathique. Ça, j'ai dit le Tanguy, tout le monde se réveille ici. Il faut accepter donc l'idée que leurs enfants ou leurs fils passent sous un nouveau statut et que maintenant ils sont deux et qu'ils sont devenus indépendants. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Ça veut dire qu'il y a un déclic qui doit avoir lieu, que tout le monde connaît, mais qui le vit. C'est que l'enfant que tu as marié, ton fils, c'est là. Tu ne peux pas dire « je vais chez mon fils ». Vous connaissez cette formulation très sfarade? Où tu vas? Je vais chez mon fils. Alors l'autre, elle est morte. Mais non, c'est une façon de parler. C'est une mauvaise façon de parler. Je vais chez les deux. Et là, de l'autre côté, la belle-mère, qu'est-ce qu'elle est? Je vais chez ma fille. Le mec, il n'existe pas. Faites très attention, n'oubliez pas qu'un couple, c'est de passer du singulier au pluriel. Et si vous voulez être bien accueilli, n'oubliez pas votre place par rapport à cette situation où on ne parle plus de votre fils, on parle des deux. Et quand vous allez chez votre fils,
vous allez chez la maîtresse de maison. Et la maîtresse de maison, qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, c'est la taulière sur place. Quitte à vous en déplaire. Même si vous les avez aidés à acheter cet appartement, ça ne vous donne pas le droit de vous l'approprier. Selon la Torah. C'est-à-dire, ça me rappelle certaines personnes qui ont aidé pour la Deuxième Guerre mondiale la France et qui veulent s'approprier le pays. C'est leur argument. On vous a aidé pendant la guerre. Et alors? Chazak ou Baruch, t'as donné le chômage, on t'a donné du boulot, on t'a accueilli dans le pays, qu'est-ce que tu veux? Les gens, ils sont fous. Alors quoi, tu viens, tu m'aides pour l'appartement, ça veut dire quoi? Que je vis chez toi maintenant? Alors c'est plus une aide, c'est une arnaque. C'est-à-dire, c'est pour cela que quand tu prends notion et que tu as de savoir-vivre dans la Torah, quand tu as du savoir-vivre, par rapport à ta relation que tu as avec ta belle-fille, si tu as une relation qui est saine, si tu as une relation qui est harmonieuse, si vous êtes complices, alors va dire que tout se passe bien en général. Mais si tu vois que Béhémet, les distances ne sont pas respectées, d'où l'importance pour moi, en tout cas je le dis à voix haute, même si chez les Tunisiens on n'aime pas trop ça, de vous voyer ses beaux-parents. Il faut garder cette distance de vouvoiement, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas, chas v'shalom, cette proximité qui malheureusement nous permet de le tuer. Tuer, c'est un jeu de mots. Hein. T-U-E-S, mais ça veut dire aussi T-U-E-R. Peroucha d'abord. Faites très attention à cela, de garder les distances, car le manque de respect, malheureusement, détruit absolument tout le reste. Et la reine, quand vous allez, vous les belles-mères, chez, dit votre fils, vous allez chez votre belle-fille. La cuisine, c'est son bureau, c'est pas le vôtre. Et la reine, vous ne devez rien faire sans l'autorisation de la belle-fille. Si seulement il y avait juste un tout petit peu plus d'humilité, ce serait parfait au niveau de relations. Donc il sera très difficile de faire de la nouvelle personne un membre de la famille, et donc la distance et le respect sont impératifs. C'est-à-dire des choses simples que vous savez tous, mais qui sont malheureusement pas respectées. Dialogue, confiance, amour et entraide, mais surtout ne jamais imposer. C'est une règle connue de la Torah, et c'est une règle connue surtout de la psychologie. Comment est-ce qu'on peut garder une bonne relation entre la belle-mère et la belle-fille? C'est ces règles-là. Dialogue, confiance, amour, entraide, et surtout ne pas imposer. Je m'explique. Toi, tu es la belle-mère. La belle-fille, elle a envie de passer Shabbat avec son mari. Est-ce que c'est son droit ou pas? Oui. Ouais. Est-ce que c'est bien si la mère du mari, elle insiste, ah non, pas du tout, je vous veux ici. Est-ce que c'est bien? Non. Voilà, c'est une fouteuse de pagaille. C'est un manque de respect, c'est de l'égoïsme. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de saouler, bêtement, la belle-mère. Alors une fois, j'avais dit ça à quelqu'un parce que c'est une histoire qui est arrivée. Elle a dit, bon, très bien, alors qu'il nous invite. Je suis blata. C'est-à-dire, n'imposez pas. Si vous voulez une bonne relation, proposez, n'imposez pas. Je répète cette phrase qui paraît si bête à entendre. Et arrêtez de la jouer à la tunisienne. Je comprends pas. Alors quand ils ont besoin de moi, ils savent demander, moi je peux pas. Ah, elle va te coucher. C'est bleed. C'est pathétique et c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Quand on est des beaux-parents et qu'on veut une bonne relation, on propose, on n'impose pas. Moi, par exemple, quand je m'adresse à mes belles-filles ou mes enfants, je vous promets, vous pouvez leur demander à chacun d'entre eux, vous voulez être où? Ah, on est là-bas. Des fois, j'ai même eu, plusieurs fois, ils ont fait avec l'autre côté. Par exemple, moi j'ai un fils, il n'a pas une seule fois fait un Pessah avec moi. Je lui dis, t'es bien où t'es? Tu fais, ouais, je leur fais le Seder et tout ça. Bah fais-le. Ça me dérange pas, moi, j'ai pas de problème. Toi, t'es heureux? Moi, je suis bien. Oui, mais je comprends pas, alors. Eh ben, comprends pas. Aïkar chez Shalom. Aïkar chez Shalom. Vous voyez, ce que je vous dis, c'est pas style, moi, tout se passe bien. Moi aussi, j'ai des trucs bizarres. Pas une fois Pessah avec un de mes fils. Pas une fois. Eh ben, s'il veut que ça continue comme ça, on n'est pas fâchés, on va très bien, on s'adore et tout. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais si toi, t'es bien, tu sais, en général, tu fais un Pessah chez les beaux-parents, après chez ses parents. D'accord? Moi, j'ai jamais demandé ça. C'est ce que je vous enseigne là, ici. Ce que je partage, je le vis. Moi, je propose à mes enfants, vous êtes où Shabbat? Ah, on est là-bas. La Brioute. La Brioute. Ouais, mais je comprends pas. Alors, on est abandonné, on est seul. Bah, va chez 30 millions d'amis, prends un chien. Mais enfin, je comprends pas. Fais-toi des amis. Oui, mais alors quoi? À quoi ça sert de faire des enfants? Tiens donc, maintenant, c'est devenu des jouets. Je vous l'ai déjà dit et je vous le dis à voix haute, une fois de plus. Quand vous aurez des enfants, vous avez tous des enfants, n'attendez rien d'eux. Vous voulez être heureux? Vous voulez savoir vous poser les pieds? N'attendez rien de vos enfants. Parce qu'ils ont tellement de soucis aujourd'hui
que vous n'êtes plus leur priorité et vous leur mettez des cas de conscience et de peine. Ce qui fait que même quand ils viennent, c'est parce qu'ils ont de la peine ou pas parce que vous manquez. Créez le manque. Créez l'envie de venir. Ne faites pas l'aumône du cœur d'un cœur qui ne bat plus pour vous depuis bien longtemps. C'est dur à entendre, mais ça vous permettra de beaucoup mieux vivre. Et dans ce cas-là, ce que tu fais, tu fais des shabbats communautaires, tu invites tes amis, à Kol Beseder. Oh, mes enfants bien quand ils viennent le Shabbat à la maison, et ils viennent pratiquement tous les Shabbats, en partie, on est quoi? On est... Ouais, on est 20, 22, 23, 24. Des fois, ils sont même au bout de la table, les pauvres. Baruch Hashem, tu crées tes amis, tu crées ton... La vie, elle continue. C'est pas parce que tu as mal tes gosses que tu es mort. Continue ta vie. Ça veut pas dire que tu les vois pas. Comme un jour, une belle-mère m'a dit, vous trouvez ça normal, ils viennent pas le Shabbat. Je dis, allez les voir la semaine. Allez manger avec eux la semaine, où est le problème? Ils viennent pas, vas-y, appelle-les. Mais toi, quand tu vas, comment ça se passe? Justement, ils disent que je me mêle trop. Alors arrêtez de vous mêler. Hein? Les belles-mères. Arrêtez de vous mêler. Avec vos réflexions tout le temps à 2 balles. Je te rappelle que j'ai changé les couches de ton mari. D'accord? Mais c'est pas ton gosse, t'en veux un, va t'en faire un. Je sais que je suis un peu dur dans les mots, mais ça fait que des problèmes. Je comprends pas. Là, le petit, la mère, elle dit, non, je veux lui donner 250, j'ai pas envie qu'il devienne boulette. D'accord? Oui, mais il a encore faim, je sais ce que je fais. Alors dans ce cas-là, tu vas voir ton mari, tu fais un gosse, tu l'accouches à l'hôpital et tu lui donnes tes 300 millilitres de lait. Respecte ce que dit la belle-fille. Alors, mais viens, Edze. On arrive à la maison, où est le bébé? Chut, il dort, je viens de l'endormir. Ah non, moi je suis pas venu pour voir dormir. Excusez-moi, mais il faut vous faire soigner, des psychiatres pour ça. Ça s'appelle de la psychiatrie. Tu as un problème psychologique. S'il y a des belles-mères qui m'entendent, vous êtes des tarés, je vous le dis à voix haute. Vous avez un manque de savoir-vivre, béhémet, qui demande la psychiatrie. C'est l'hôpital Marlakas Goura. La maman vous dit, je viens de l'endormir. C'est vous qui le veillez la nuit maintenant? Elle a envie qu'il dorme, elle a envie qu'il fasse ses horaires. Tu reviendras une prochaine fois. C'est ça, avoir une relation. Et le pire, c'est ce que je vous dis là maintenant. C'est de la pure Torah. Ah, le petit dort. Ah, mince, on est venu trop tard. T'entends ça, tu sais ce qu'elle te fait, la belle-fille? Vous savez quoi, demain après-midi à 3h, je vous l'amène. Parce que tu la respectes. Donne-lui l'exemple. Non, imposé, et vexé. Et t'as vu comment tu me fais? C'est quoi comme une reçue? Et elle me dit, viens plus. Le monde, il tombera aussi sans toi, t'inquiète pas, Ndoura Aliana. La reine. Vous inquiétez pas, les belles filles vont prendre plein la tête aussi. Hein. Là, on est chez les belles-mères. Hein. Vous connaissez tous la blague de la belle-mère, la pauvre. Hein. C'est le mec qui revient du cimetière, la chemise déchirée, pleine de sang et tout ça. Il dit, mais t'étais où? Il dit, au cimetière. Il dit, pourquoi? J'ai enterré la belle-mère. Il dit, mais pourquoi t'es en sang? Et pourquoi la chemise déchirée? Il dit, elle voulait pas. Tov, Belachem. Zamatza. Visite et invitation de la belle-mère chez la belle-fille. Demandez avant d'agir. Donc, c'était un des points que je voulais absolument partager avec vous. En tant que beaux-parents, quand vous allez chez votre fils et votre belle-fille, n'oubliez pas, chers beaux-parents, de connaître votre place et de leur demander l'autorisation avant d'agir. Laissez-les au moins avoir le plaisir de vous dire « vous êtes chez vous » avant d'être chez vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. C'est un peu fin au niveau de l'esprit, il faut avoir un peu de jugeote. Hein? Laisse ta belle-fille te dire « soyez sans gêne ». Laisse-lui te le dire. Parce que si tu l'es déjà, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez chez des belles-filles qui sont très très macpidotes sur la propreté. Jette pas tes pompes à droite et à gauche. Ça s'appelle derech eretz. Derech eretz. Oh, ça va, uf. Non, mais c'est uf. Elle est comme ça, elle est comme ça. Parce que toi, quand tu pars après, ça fait un problème de shlom bayit entre l'un et l'autre. Et qu'est-ce qui a marqué? Qu'un des salaires les plus grands dans ce monde, c'est celui qui fait la paix entre l'homme et sa femme. Laisse-les. Laisse-les. On vient très souvent imposer des conseils et pas proposer des conseils. Je pense que vous comprenez, la nuance, elle est très importante ici. La reine, le couple, il a besoin de s'envoler, il a besoin de se cadrer, il a besoin de temps pour exister. Chaque naissance va créer une tension en plus au niveau du travail. Des fois, avec tout le respect que je vous dois, mais le beau-fils, il n'a pas envie, quand il rentre chez lui le soir, de voir tous les 2 jours les beaux-parents à la maison. Il a envie d'être avec sa femme. C'est-à-dire, comme le dit le Talmud, pas David Tweet, tout ce que je vous dis à Botaï, vous le trouverez dans le Talmud. Bien sûr, après on parlera de la belle-fille qui est obligée d'honorer ses beaux-parents comme ses parents. Tout ça, c'est un autre sujet, quoique c'est une marloquette au niveau des poskim. Mais au moins, que quand vous veniez, comme c'est marqué dans le Talmud, tu veux être bien accueilli, lève le pied de chez l'autre. Trop être chez l'autre, c'est l'étouffer. Tevakesh reshoot.
Crée le manque. Vous savez pourquoi les diamants coûtent si cher? Parce qu'ils sont rares. Plus tu es présent, plus tu étouffes. Et si tu viens dire, oui mais attention, s'il faut être constamment présent quand ça les arrange, nous on n'est pas des chausse-pieds. Tu as le droit de refuser. Tu as le droit de dire non. Mais ce n'est pas parce que tu rends service que tu vas imposer de l'autre côté, sauf si tu crées cette relation qui est extraordinaire entre ce qu'il y avait avant. Avant, on n'entendait pas tout ça. Moi, quand j'étais jeune, mes sœurs étaient mariées, il n'y avait pas de problème avec les belles-mères. Hein. On n'entendait pas de problème avec les belles-mères. Il y avait des fois des trucs, mais on savait s'excuser. On parlait, on prenait le téléphone, vous savez, pas comme aujourd'hui, tu dis touche 1, touche 2. Péroucha Davar, il y avait du dialogue. Et la reine, il est impératif, non pas de dire Yératson qu'on fasse une grande famille, mais de faire les efforts adéquats. Respect donc de l'éducation des parents et des petits-enfants. Encore 2 points à avoir avec vous sur ce sujet-là. Et après, je vous libère. C'est le respect de l'éducation des parents sur les enfants. En d'autres termes, il est impératif de retenir que quand, en tant que grands-parents, vous allez vous occuper de vos petits-enfants, les sortir, les prendre, aller les voir, vous devez respecter les règles des parents, s'ils sont surtout religieux. Ne commencez pas à imposer, chas vechalila vechas, respectez l'éducation des parents, car l'éducation des petits-enfants ne revient pas aux grands-parents, aux parents. Et en disant le contraire de l'éducation que vous donnez aux petits-enfants, vous disqualifiez l'éducation des parents, ce qui va provoquer un fossé, voire presque une haine. C'est-à-dire, quel est le din si, d'après vous, les grands-parents ne respectent pas la Torah et la pratique des parents sur les enfants et que, pire encore, ils montent les petits-enfants contre les parents? Qu'est-ce que doivent faire les parents? Absolument. Absolument. Dans ce cas-là, on interdit de voir les petits-enfants. L'éducation passe avant tout le monde. Bien sûr, on ne fait pas ça du jour au lendemain. On explique, on réexplique, on fait une réunion, on réexplique. Et si on voit que chez eux, c'est un principe de bras de fer, dans ce cas-là, ils ne pourront plus les voir. Lama, parce qu'ils non seulement ils disqualifient les parents, mais, de qui plus est, ils leur enlèvent leur monde futur. C'est dur à entendre, j'en suis conscient, mais il faut arrêter d'être bête. La démocratie ne va pas que dans un sens. Et le respect ne marche pas non plus que dans un sens. Bien entendu, tout ça, ne l'oubliez pas à la fois ce que je vais vous dire, c'est avec la vie d'un rave, hein, pas sur le côté émotionnel, ras-le-bol, et c'est l'occasion de les éloigner. Au contraire, quand ils voient une table de Shabbat, il y a les beaux-parents, les enfants, les petits-enfants, c'est la plus grande bracha qu'il puisse y avoir. C'est ça qu'on doit réussir à avoir. Mais aujourd'hui, le prix est tellement grave à payer que chacun est sur les nerfs et chacun exige de l'autre, au nom de la Torah, quelque chose qui, pour lui est dû, alors qu'en réalité, on aurait pu l'avoir au nom de la Torah, tout simplement, en étant un peu plus humble et plus sympathique. Au lieu de constamment piquer, critiquer, juger, c'est pas agréable. Alors c'est vrai que vous êtes peut-être les beaux-parents, mais ça ne vous donne pas le droit de venir nous étouffer sous prétexte que pour vous, c'est comme ça que vous voyez les choses. Le monde a changé, je conseille vivement aujourd'hui aux beaux-parents de comprendre psychologiquement ce que vivent les jeunes. Nous ne sommes plus dans la même génération, c'est pour ça qu'on est déphasés. Les beaux-parents aujourd'hui qui ont plus de 50, 60, 70 ans, ils sont complètement effondrés face à ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qui fait qu'il faut comprendre cette nouvelle génération. Il faut comprendre aussi les belles filles qui souillent dans certains cas, qui sont fatiguées, qui n'ont pas tout le temps la force d'être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Voilà quoi, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent tout simplement être discutés et être compris avec sagesse au lieu de se fâcher constamment pour un oui ou pour un non. Donc ne soyez pas la cause de leur divorce. C'est le dernier point que je voulais voir avec vous. Quoi que vous soyez comme vos parents, ne soyez jamais la cause de leur divorce parce que le chiffre ne cesse de monter. On était à 30%, 27% exactement des divorces à cause de vos parents. Aujourd'hui, on est monté à plus de 35%. C'est énorme. La pression que mettent les parents sur l'un et l'autre. Ne soyez jamais la cause de leur divorce. Chas v'shalom. Sauf si, bien entendu, il y a pikoach nefesh, harcèlement moral, effondrement, tentative de suicide. Dans ce cas-là, les parents doivent sauver leur enfant et intervenir avec, bien entendu, une fois de plus, l'avis d'un rave et d'un psychologue. Parce que malheureusement, et je le dis une fois de plus, sans aucun problème, beaucoup de rabbanim spécialisés dans le shlom bayit ne sont pas spécialisés dans la psychologie et donc vont pas donner les bons conseils au nom de la Torah. Il faut connaître les maladies, il faut connaître ce qui se passe, il faut connaître ce qu'est un manipulateur, en l'occurrence un menteur, quelqu'un qui vient de parler Torah alors qu'il n'est même pas religieux parce qu'il a envie de te mettre dans la poche.
Ce sont des gens qui sont très dangereux et tu renvoies une victime, malheureusement, dans les bras d'un tortionnaire, d'un démon humain. Donc faire aussi attention à cela. Bezrat Hashem, c'est pour ça qu'il faut avoir l'avis de spécialistes et non pas de ses jugements personnels. Donc ne soyez pas la cause de leur divorce. Cessez de vous mêler, d'influencer, d'imposer ou pire encore de menacer. Et ainsi donc, Bezrat Hashem, les belles-mères porteront toujours ce titre d'être belles avant d'être mères. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.